bonjour. Donc, je m'appelle Thomas Vial, comme Anne-Claire m'a présenté en long et en large. Vous avez peut-être été intrigué par le titre de cette session, l'approche exploratoire des graphes. Alors, je vous rassure tout de suite, si c'est le cas, on va beaucoup s'appuyer sur un cas concret pour démontrer l'intérêt de cette approche dans un cas réel issu des données de chez Octo. On va tout de suite introduire ce cas concret. Donc, chez Octo, nous sommes majoritairement des consultants, donc c'est-à-dire qu'on est amené à être à droite, à gauche, chez des clients, au siège ou en conférence comme aujourd'hui. Malgré tout, on a énormément besoin d'échanger entre nous pour notre travail quotidien. Donc, pour cette raison, Octo a mis en place des listes de diffusion depuis très longtemps déjà, des simples mailing lists classiques. Et une notamment, moi en tout cas en tant que consultant technique, celle que j'utilise le plus, qui s'appelle tech@octo.com. Qui est vraiment nécessaire dans mon travail. Et c'est le cas de beaucoup d'Octo également. Ces mailing lists, et celles-ci en particulier, nous servent à poser des questions. Quand on est en mission, quand on est coincé, quand on a un problème et qu'on a besoin d'aide, on pose des questions sur cette mailing list, un premier réflexe. Elle sert évidemment à répondre aussi aux questions des autres Octo. Elle sert à faire des retours d'expérience sur les cas qu'on rencontre en mission, des choses qui peuvent être intéressantes à partager avec tout le monde. Elle nous sert à donner des informations sur la veille technologique qu'on a pu faire et qui est susceptible aussi, là encore, d'intéresser le reste des Octos. On peut aussi troller sur les mailing lists, il n'y a aucun problème. Donc voilà, il y a énormément de cas d'usage au quotidien pour les consultants Octo avec ces mailing lists. Donc c'est vraiment un usage très opérationnel. À côté de ça, depuis le temps qu'elles existent, ces mailing lists, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est qu'elles ont accumulé une masse d'informations et de connaissances qui est énorme. Et Octo s'est dit donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette masse d'informations, quels nouveaux usages on peut trouver au-delà du fonctionnement quotidien de nous, consultants, qu'est-ce qu'on peut en faire comme nouvelle exploitation de cette masse de données. Donc il y a un projet qui a été lancé, on a quelqu'un chez nous qui travaille sur un outil qui va viser à aider au staffing de mission, c'est-à-dire au placement des consultants en mission en utilisant ces données-là. Pour faire très concret, en sachant, grâce aux mailing lists, quel Octo est intervenu sur quel sujet, on peut en déduire, avec quelques hypothèses, les compétences qu'il a, les sujets qu'il connaît bien, et donc proposer à ce consultant des missions qui vont l'intéresser, et inversement, satisfaire les demandes des clients avec des consultants compétents sur les sujets. C'est un cas d'usage possible de ces archives, on peut en imaginer d'autres, hein. On peut imaginer aussi faciliter les avant-ventes pour des missions. Quand un appel d'offres arrive, on va envoyer quelqu'un qui est très compétent sur le sujet pour briller devant le client, évidemment. On peut aussi s'en servir pour étudier la dynamique des interactions chez Octo. Quelles sont par sujet technique les communautés qui interagissent, comment est-ce qu'elles interagissent. Voilà, des tas de nouveaux usages en fait qu'on commence seulement à effleurer la surface et on se demande qu'est-ce qu'on va pouvoir encore en faire. Donc l'outil dont je vous parlais, qui est en cours de réalisation, s'appuie sur ces archives-là. Moi, mon but aujourd'hui, c'est pas de vous présenter cet outil-là, parce que je n'interviens pas dessus, donc je ne suis pas le mieux placé pour le faire. Par contre, je vais vous présenter avec un autre outil, un outil du marché cette fois-ci, open source, qui s'appelle Gephi. Je vais vous montrer comment on peut explorer des graphes. Explorer des graphes, c'est-à-dire naviguer dedans, comprendre quelle est leur structure, comprendre quelle est l'information qui est contenue dedans et en tirer plus de choses que les données brutes qu'on a fait rentrer dedans. Il faut savoir que le graphe est une structure de données qui est très très versatile. On peut modéliser à peu près n'importe quoi avec un graphe, beaucoup plus de choses qu'avec une base relationnelle par exemple. Et cette information supplémentaire qui vient de la structure du graphe peut être exploitée. Voilà, alors je vous ai parlé de mailing list et de diffusion, je vous ai parlé de graphes. Il manque encore un petit pont entre les deux, et c'est là qu'on va parler de notre cas vraiment très concret d'analyse. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? Donc Simon, la personne qui développe l'outil, m'a fait un extrait des données qu'il est en train de manipuler. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris tous les fils de discussion de la liste tech qui comportent des mots-clés liés à Big Data, c'est-à-dire des mots-clés Big Data déjà évidemment, Hadoop, Hive, Cassandra, on pourra en prendre d'autres évidemment. Et on dit, à partir de là, je construis un graphe tel que un Octo, une personne de chez Octo donc, est un nœud du graphe, et je trace un arc entre deux nœuds dès lors que les deux personnes ont participé à une même discussion. C'est-à-dire un même fil de réponse sur la mailing list.
Et on dit en plus de ça, le poids du lien, puisqu'on peut affecter des poids au lien du graphe, le poids du lien est proportionnel au nombre de discussions communes que ces personnes ont eues entre elles. Ça mesure en quelque sorte, on va dire, la probabilité qu'ils interagissent ensemble sur les mêmes sujets. Voilà, c'est tout ce qu'on a en entrée. C'est très vague, c'est très abstrait, c'est très mathématique. Et moi, maintenant, mon but avec la démonstration, c'est de vous montrer toute l'information qu'on peut tirer de cette donnée-là. Voilà. Alors pour ça, la démonstration que je vais vous faire, je vous fais un aveu, elle est préenregistrée. C'est pour éviter les problèmes d'effet démo, les problèmes de temps, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Par contre, je vais vous la commenter en direct, évidemment. C'est simplement la vidéo qui tourne et c'est moi qui vais parler. Donc, faites comme si je manipulais. Voilà, donc là, vous vous retrouvez devant l'atelier de GEFI quand vous l'ouvrez. Une grosse zone blanche au milieu dans laquelle le graphe qu'on va manipuler va s'afficher et on va pouvoir interagir avec. Et autour des palettes d'outils, très nombreuses, et on va faire un petit tour ensemble de ces palettes-là et voir qu'est-ce qu'on peut, avec quels moyens on peut manipuler notre graphe. Donc la première chose à faire, évidemment, c'est on le charge. Voilà. Donc je vous disais qu'on avait un petit graphe d'octo, donc on a quelques nœuds, 72 ici, quelques interactions, donc des liens entre les octos. On a un petit résumé qui nous est donné par l'outil. Et voilà ce qu'on obtient. Alors, étant une structure mathématique abstraite, on a un gros paquet de nœuds. Il n'y a pas de notion de position des nœuds, c'est simplement de l'information de connectivité entre des octos. Alors évidemment, on ne peut pas en faire grand-chose. La première chose à faire à partir de là, c'est ce qu'on appelle de la spatialisation, qui va être la première étape pour appréhender le graphe. La spatialisation, ça consiste à demander à l'outil d'aller démêler la pelote et de révéler peut-être une structure sous-jacente qui n'apparaîtrait pas au premier abord. Donc il y a plusieurs algorithmes de démêlage, de spatialisation. Ici, j'utilise Force Atlas 2 qui marche dans beaucoup de cas. Après, suivant les différents types de graphes que vous obtenez, il faut essayer en fait. Et vous trouverez un qui conviendra à votre besoin. Voilà, donc on le lance. Hop, il a tout ramassé au même endroit. Bon, et ça c'est l'effet de l'algorithme. Donc on va simplement zoomer dedans. Vous voyez au passage qu'on peut naviguer assez facilement autour du graphe. On voit déjà à ce stade qu'il y a une petite structure qui se dessine. On va la mettre plus en évidence en écartant les nœuds des uns des autres. On applique une espèce de facteur d'homothétie. Donc les nœuds s'éloignent. Et là, il y a quand même quelque chose qui apparaît déjà, qui apparaît beaucoup plus qu'avant. Qu'est-ce qu'on voit là-dedans ? En fait, on repère, on peut déjà dire à ce stade qu'il y a un paquet de nœuds du graphe au milieu, assez fortement connectés, assez emmêlés, qui lui ne va pas se démêler si facilement. Et autour, d'autres nœuds qui sont plus lâchement connectés avec le reste et qui ont un rôle, on va dire, plus satellite. Alors on est dans un graphe d'interaction, donc ça s'explique assez facilement, ces nœuds satellites qui ont des multiples connexions vers le centre. Ça s'explique par le fait que si, en tant qu'octo, je réponds à un fil de discussion où il y a déjà 10 personnes qui ont répondu, je vais avoir automatiquement 10 connexions vers 10 octos. Donc mécaniquement, en fait, les interactions vont se multiplier de la sorte. Ça introduit du bruit. On verra tout à l'heure comment on peut l'éliminer et puis faire ressortir vraiment les interactions intéressantes dans le graphe sans tenir compte de ces interactions qu'on pourrait qualifier presque d'accidentelles. Bon, à ce stade, on n'en est pas là. On va aller un petit peu plus loin dans la visualisation pour l'instant. On affiche déjà le nom des octos, c'est quand même intéressant aussi. J'ai anonymisé, donc c'est pour ça que vous avez des petits numéros. Donc ici, je vais au voisinage de octo 061 et je vais simplement regarder les détails de cet octo. Donc on a vraiment une vision très centrée sur les octos, sur les nœuds. Donc on voit par transparence les connexions qu'il a avec ses voisins. On est vraiment dans une vue très locale. Et si je clique dessus, j'ai aussi accès aux propriétés du nœud. Comme dans une base de données, on a des attributs sur les nœuds et pas uniquement de la notion d'arc et de nœud. Donc qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai mis quelques données, j'ai mis le poste de la personne, donc ici un consultant, j'ai mis sa lobe d'appartenance, donc sa business unit, et son ancienneté en jours. Voilà, si jamais on pourrait enrichir avec plein d'autres données évidemment qui pourraient être intéressantes pour notre analyse. À ce stade, c'est déjà bien suffisant. On va du coup se demander, maintenant on sait qu'on a la lobe, donc la notion d'appartenance hiérarchique de la personne, on va se demander, mais dans mes interactions autour des sujets big data, est-ce que j'ai une lobe qui participe plus que les autres ? Quelle est un petit peu l'influence de l'appartenance de la personne sur ces discussions sur les mailing lists octo ? Donc pour ça, j'utilise un outil qui s'appelle le partitionnement.
qui va permettre de coloriser les nœuds en fonction de sa lobe d'appartenance. Donc un feedback très visuel sur la donnée qui est contenue dans le graphe. Ce qu'on voit déjà avant la colorisation, c'est que les statistiques nous montrent que il y a on va dire la fréquence d'apparition des lobes correspond grosso modo à la fréquence de population chez Octo. Donc il y a déjà une première information qui sort de là, c'est que le sujet Big Data, en tout cas dans les discussions sur les mailing lists, n'est pas l'apanage d'une lobe en particulier. Toutes les lobes contribuent à peu près à équivalence dessus. Ce qu'on voit aussi visuellement sur l'image. Ça, c'est déjà une information intéressante. Donc on a déjà éliminé l'hypothèse qu'il y avait des lobes qui contribuaient plus que d'autres. Vous notez, je ne sais pas si vous arrivez à lire ici, il y a une lobe qui s'appelle Big Data Analytics. C'est celle dont je fais partie. Elle est peut-être un poil surreprésentée par rapport à son pourcentage de population chez Octo. Il n'en reste pas moins que c'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être imaginer en première approximation, cette lobe-là n'a pas l'apanage des discussions Big Data. C'est vraiment tout Octo qui participe. Et je trouve ça très bien en fait. C'est très bien comme ça. Ça fait des interactions très riches et très, très dynamiques entre les lobes techniques et les lobes métiers. Voilà. Après ça, on va s'intéresser à éliminer les petites interactions accidentelles dont je vous parlais. Donc pour ça, on va utiliser les filtres. Alors GFI vient avec une collection de filtres qui peuvent opérer sur plein de choses, sur des attributs de liens, de nœuds, etc. Et qu'on peut combiner avec une espèce d'algèbre. Alors ici, on fait un filtre très très simple. Si vous vous rappelez bien, le poids des liens est associé à la fréquence des interactions. Donc pour éliminer les interactions peu fréquentes, on élimine les liens avec les poids faibles. Vous voyez ici, j'ai éliminé une toute petite partie de la distribution des poids. Cette simple petite partie déjà m'élimine une énorme partie des liens. Donc on a fait un premier travail de filtre très très simple, mais qui nous a déjà bien nettoyé le jeu de données. Ici, on a le fameux paquet de nœuds central qui apparaît, et qu'on voit de manière beaucoup plus claire, et sur lequel on va pouvoir zoomer aussi plus facilement. Et on va s'y intéresser de plus près maintenant. Voilà, donc on voit déjà qu'il y a quelques nœuds qui ont un rôle vraiment central là-dedans, dans l'histoire. Donc ça c'est Octo 017 je crois, et Octo 012. On voit le poids des liens qui apparaît dans l'épaisseur des traits. Et on se dit, à partir de ce rôle que semblent jouer les nœuds, on peut se dire, est-ce qu'on peut le chiffrer ? Est-ce qu'on peut chiffrer le fait que ces nœuds-là ont un rôle central dans notre graphe d'interaction, dans notre réseau d'interaction? Il se trouve que oui, on peut le chiffrer, et pour ça, on utilise ce qu'on appelle des mesures de centralité. Alors c'est issu de la théorie des graphes. Centralité, en fait, c'est un terme qui est très générique et qui signifie l'influence d'un nœud au sein du réseau, de manière très générale. Nous, on va en utiliser une en particulier, qui est une des plus connues, qui s'appelle la Betweenness Centrality. Alors c'est intraduisible. Moi, je propose la sandwichité, voilà, ou l'entremise. J'aime bien l'entremise aussi. Donc la Betweenness Centrality, sa définition mathématique, c'est la proportion de plus court chemin dans le graphe sur lequel chaque nœud se trouve. On la mesure pour chaque nœud. Et donc ça nous dit, est-ce que le nœud est un passage obligé dans le parcours du graphe? Plus ou moins obligé. Ici, donc on a lancé le calcul, il nous a donné la distribution. Et on voit qu'on a tous les nœuds là-haut qui ont une centralité de 0, c'est tous ceux qui ont été éliminés par le filtre sur les liens, ils se retrouvent déconnectés du reste, donc ils n'ont pas de centralité. Il nous a calculé d'autres indicateurs au passage, mais qui ne nous intéressent pas. Et maintenant, évidemment, cette centralité, on voudrait bien la faire apparaître. Donc pour ça, on utilise un autre outil qui s'appelle cette fois-ci le classement des nœuds, après le partitionnement, le classement, où on change la taille des nœuds pour qu'elle soit proportionnelle à la métrique de centralité qu'on a donnée. Ça pourrait être n'importe quel autre attribut numérique. Ici, on a pris celui de la centralité. Et on voit que ce monsieur-là, 017, a un rôle vraiment très central. Il y a une centralité, c'est la plus grosse centralité du réseau, parce qu'il fait le pont, en quelque sorte, entre le cœur de réseau, le paquet central, et des nœuds un peu plus périphériques, qui sont restés malgré le filtre. Donc, il se trouve sur tous ces chemins, ces plus courts chemins, entre les octopériphériques et le cœur du réseau. Le 012 ici, il a une centralité beaucoup plus faible, bien qu'il soit au milieu du réseau. Pourquoi ? Parce qu'il a des interactions essentiellement au centre du réseau. Il fait assez peu de ponts vers d'autres, on pourrait dire presque d'autres communautés de nœuds. Donc on a chiffré, on a mesuré objectivement comment Octo 017 fait le lien entre des communautés d'intérêt très centrées Big Data et centrées sur d'autres choses, potentiellement.
On retrouve toutes ces métriques-là dans le tableau de données, donc qui nous présente ça sous forme limite Excel. On a nos attributs de nœuds tels qu'on les a rentrés dans le système, et on voit qu'il nous a rajouté des colonnes avec les mesures qu'on a faites. Alors ça, c'est très intéressant, parce qu'on a enrichi le graphe avec des métriques qui sont pas issues, qui sont non pas issues des données d'origine, mais du calcul de la topologie du graphe, c'est-à-dire de comment les interactions se font entre les nœuds. On va pouvoir l'exporter sur Excel et l'importer dans Excel, l'importer dans R ou je ne sais quoi, peut-être faire des calculs de corrélation statistique entre ces métriques très, très mathématiques et des métriques plus fonctionnelles que portent les nœuds auparavant. Et peut-être faire des prédictions avec. Donc c'est tout un tas de scénarios qui s'ouvrent. Et là, dernière étape, donc là je fais un rendu du graphe, un rendu un peu plus joli, parce que l'image de la fenêtre de navigation n'est pas très sympathique. On résume dans un rendu plus haute définition, quelque chose d'esthétique, c'est très important aussi avec les graphes, l'esthétique. On fait ce rendu-là où on a, au final, dans quelque chose qui est à la fois joli et concis, on a énormément d'informations qui est là, on a les interactions qui sont représentées, évidemment, on a le nom des octos qui apparaît attaché au nœud, on a la couleur qui est la lobe d'appartenance, une notion organisationnelle, on a la taille du nœud qui reflète l'influence du nœud, donc sa centralité, et l'épaisseur des liens qui mesure la fréquence des interactions. Donc avec cette carte-là, qui là est statique, on peut l'exporter sous forme d'image, on a vraiment toute la dynamique d'interaction, si je résume, des octos sur les sujets techniques big data, sur les mailing lists octos, les archives des mailing lists octos. Et tout ça en une seule image avec un vrai langage visuel extrêmement concis. Donc c'est quand même intéressant d'avoir toutes ces possibilités-là. Voilà pour la démo. C'était rapide, hein, j'en suis conscient. Il y a énormément de possibilités supplémentaires dans le logiciel, dans Gephi. Je vous invite à le télécharger, à l'essayer. Il est open source, il est vraiment génial. C'est un outil qui est très utilisé par les chercheurs pour explorer la dynamique des graphes. Je voudrais quand même résumer très rapidement ce qu'on a vu là. Donc la démarche exploratoire, au fond, en quoi elle consiste ? Elle a consisté en une phase où on a jaugé le graphe, moi j'ai envie de dire jauger. On a jaugé sa structure locale avec les nœuds, quels sont leurs voisinages, quelles sont leurs propriétés individuelles, leurs attributs. Et une structure globale où on a regardé la structure, on a regardé la forme qu'avait le graphe, on a déduit des informations de cette forme, même visuelle. On a colorisé le graphe en fonction d'un attribut, ici c'était la lobe d'appartenance, et on a tiré de l'enseignement de cette cartographie. Après cette exploration, on a fait des mesures objectives, donc mesures de théorie des graphes. Là encore, on a des métriques locales. La centralité dont je vous parlais est une métrique locale puisqu'elle est valable pour chaque nœud précisément, chacun a sa centralité. On a aussi des métriques globales que je n'ai pas montrées ici. Ça peut être le diamètre du graphe qui est le nombre de sauts qu'on doit faire pour atteindre 2 octos de n'importe quel éloignement. C'est un peu les degrés de séparation, les 6 degrés de séparation se rattachent à ça. On a aussi des métriques globales qui sont les distributions statistiques des métriques locales. Alors là, je ne vais pas m'étendre, mais ça porte aussi de l'information. Les lois de puissance sur la distribution des degrés donnent de l'info sur la dynamique de circulation de l'information, par exemple, ou sur la résilience des réseaux. Donc il y a énormément de choses. Le sujet est hyper vaste. Troisième étape, on a voulu communiquer cette information, tout ce qu'on avait trouvé, avec notre langage visuel. Donc si je le résume très rapidement, le langage visuel, c'est la couleur, la taille des nœuds, le texte, les libellés et l'épaisseur des traits. Donc quatre variables qui permettent en une seule image de résumer tout un discours d'exploration. Et puis il nous reste à dire, mais à quoi ça sert finalement cette exploration ? Qu'est-ce qu'on peut bien en faire ? Eh bien, on peut l'exploiter. On peut exploiter de manière plus systématique les graphes à partir de là. De la manière suivante, notre étape d'exploration, et notamment de jauge, elle nous a donné la forme du graphe. Et cette forme, elle nous donne... Déjà, elle peut nous aider à choisir les algorithmes de parcours optimal. Si on doit parcourir le graphe de manière récurrente avec un programme, il y a beaucoup d'algorithmes de parcours de graphe. Ils ont tous leurs particularités, ils ont tous leur complexité algorithmique qui dépend fortement de la structure du graphe et notamment de la connectivité, le rapport entre le nombre de nœuds et le nombre d'arcs. Information qu'on a tirée de notre exploration. Donc le choix de l'algorithme optimal va venir de là. On va pouvoir automatiser, donc là Gephi va plus être adapté, c'est un outil interactif. Pour automatiser, il va falloir passer sur des bases comme Neo4j ou des librairies de calcul graph comme iGraph, comme Young.
On va pouvoir peut-être vouloir passer à l'échelle aussi. Alors là, on rentre dans les sujets big data. Olivier en a parlé un petit peu. On va taper dans les technologies comme Hadoop, voire même des frameworks qui sont au-dessus d'Hadoop, spécialisés dans le traitement de graphes, comme Ama ou Giraffe. Là, on a le choix, l'embarras du choix. Et là encore, GEFI, pour ces usages-là, n'est pas adapté, puisqu'il travaille en mémoire, en interactif, et au-delà de quelques dizaines, centaines de milliers de nœuds, il commence sérieusement à ramer. Voilà, j'en ai terminé.